Merci d'être avec nous dans 7 jours dans la savane. Heureux de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous dans la rétrospective de l'actualité de la semaine ainsi que dans Ça fait débat. Dans l'actualité, vous aurez remarqué que l'enlèvement ou l'interpellation ou encore l'arrestation de maître Guy Hervé Kam, avocat à la cour, a marqué cette semaine. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Il revenait de Bobo Dioulasso. C'est cette semaine aussi que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le lancement des activités d'une nouvelle usine de traitement des résidus miniers dans le quartier Kosodo de Ouagadougou. C'est dans la zone industrielle. Vous aurez remarqué en Conseil des ministres, le ministre en charge des Finances a évoqué 500 agents publics épinglés pour irrégularité ou dans la présence ou dans la rémunération. Nous en parlons aussi. Vous aurez remarqué que le ministre en charge de l'administration territoriale a évoqué avec les gouverneurs le travail des chefs de circonscription administrative à leur bureau et à aucun autre endroit. C'était aussi en début de semaine. Nous en parlons. Nous évoquons l'an 2 du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui a commencé avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandao d'Amiba et qui se poursuit aujourd'hui encore avec le capitaine Ibrahim Traoré. 2 ans après, quel point fait de la rupture avec l'ordre normal de la Constitution et de la démocratie? C'est de cela que nous parlons avec nos 2 invités. Vous aurez donc remarqué l'interpellation, l'enlèvement, l'arrestation de maître Guy Hervé Kam a marqué cette semaine. Plusieurs organisations ont donné de la voix, à commencer par le mouvement politique Sens, dont il est le coordonnateur. Ensuite, le mouvement Le Balai Citoyen, dont il est l'ancien porte-parole, ont donné de la voix pour demander la libération pure et simple, sans condition, de maître Guy Hervé Kam. Ensuite, c'était le barreau, l'ordre des avocats du Burkina et le syndicat national des avocats du Burkina Faso qui ont aussi donné de la voix pour évoquer le non-respect du règlement UEMOA en matière de profession d'avocat. Aucun avocat ne peut être détenu, arrêté, entendu en dehors d'une procédure claire qui passe par le procureur général et ensuite par le bâtonnier de l'ordre des avocats. C'est pourquoi les uns et les autres appellent à sa libération pure et simple, même si il se dit ça et là que maître Guy Hervé Kam est entendu dans les locaux de la sûreté d'État, de la police nationale pour faire des déstabilisations. On en saura davantage peut-être, mais en attendant, il est toujours aux mains des fins limiers de la République. Cette semaine aussi, il a été question de charbon fin. C'est la fin du procès charbon fin qui mettait aux prises l'État burkinabé et des prévenus entre IAM Gold et Sakan SA. Il se trouve finalement qu'une transaction a prospéré entre les 2 parties et les autres parties ont finalement donné leur accord pour que l'action publique soit éteinte dans la dite affaire. C'est ce que Nafissatou Komi et Sidiki Kabré ont suivi. C'est la fin d'un long épisode de 5 ans. Le procès dit charbon fin est clos. À l'entame de l'audience du jour, le collectif des avocats de la défense annonce avoir procédé à un règlement transactionnel de cette affaire. Le collectif de la défense a donc invité le tribunal à tirer toutes les conséquences de droit de cette transaction en déclarant l'action publique éteinte. Même son de cloche pour maître André Ouedraogo, avocat de l'État burkinabé. À l'issue de cela, le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, déclare que l'action publique est éteinte pour réussite de transaction. Une issue favorable selon Essakan, qui estime qu'il n'y a pas de gagnant ni de perdant dans cette affaire. Peu après, Maître Bobson Koulibaly, avocat de la défense de la société minière IAM Gold et Sakan SA, estime que c'est l'intérêt supérieur de la nation burkinabé qui prime. Toutefois, l'affaire close, le tribunal a ordonné la restitution de l'entièreté de la cargaison, composée de 32 conteneurs, objets et cantines saisis dans le cadre de la présente procédure, ainsi que les échantillons prélevés et produits issus de l'expertise judiciaire au profit de l'État burkinabé. Cela s'ajoute aux 9 milliards que Essakan verse à l'État. Pour rappel, une expédition de charbon fin de la société minière IAM Gold et Sakan SA
a fait l'objet d'une saisie par la Brigade nationale antifraude de l'or de Bobo Dioulasso le 30 décembre 2018. Conduit devant le tribunal de grande instance Ouaga 1, la société minière sera poursuivie pour des faits de fraude en matière de commercialisation de l'or et autres substances précieuses, faux et usage de faux en écriture privée de commerce, blanchiment de capitaux et complicité d'exploitation de déchets dangereux. Relativement à cette affaire, la société Bolloré Transport et Logistique Transporteur a été également poursuivie pour fraude en matière de commercialisation de l'or, de faux et usage de faux en écriture privée et de commerce. Au total, 14 personnes, dont 12 personnes physiques, ont été poursuivies par l'État burkinabé et le réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu au quartier Kosodo, zone industrielle de Ouagadougou, pour procéder au lancement des activités de la première usine de traitement des résidus miniers. Il s'est dit d'ailleurs que le charbon fin pris à Ayam Gold Sakan SA pourrait être traité sur place à Kosodo. En tout cas, Fatih Sankara, vous avez tout suivi. Il n'est plus question pour le Burkina Faso d'exporter les résidus miniers pour des traitements à l'extérieur. Golden Hand SA est la solution endogène à la récupération des précieux métaux issus des résidus miniers, dont le charbon fin. Cette usine de traitement des résidus miniers est une avancée considérable pour le Burkina Faso, qui aura un contrôle sur le secteur minier après le lancement de la raffinerie d'or. Elle est également l'aboutissement d'une lutte menée par le promoteur Emmanuel Tapsoba, qui a dû patienter pendant 7 ans. L'idée a germé suite à nos multiples expériences acquises sur les sites d'exploitation minière au Mali, en Guinée, en Sierra Leone, etc. Fort de cette expérience, nous avons eu plusieurs propositions de pays de la sous-région pour une implantation d'usines de traitement dans leur pays. Mais pour un bout pour la mère patrie, notre décision de nous installer ici au Burkina Faso était sans embâche. C'est ainsi que depuis 2017, nous avions entrepris les démarches administratives auprès des autorités d'alors, mais qui sont restées vaines car celles-ci ne croyaient pas à notre expertise. Le matériel de l'unité, sans exception aucune, a été entièrement conçu et fabriqué par des artisans burkinabés pour extraire les substances précieuses ici des résidus miniers. Aucune machine ici n'a été importée. Golden Hand est une société d'économie mixte au capital social de 10 millions de francs CFA, divisé en 1000 actions de 10 000 francs CFA de valeur nominale. Golden Hand SA est une usine 100% burkinabé. Toutes les machines utilisées dans cette usine ont été fabriquées au Burkina. D'où la fierté du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui invite les Africains à faire confiance à cette usine. C'est cette particularité-là, l'ingéniosité de nos ingénieurs burkinabés, que je suis venu pour saluer. Et aussi, comme ils l'ont signifié, je pense que le traitement des résidus miniers, on exportait et nous n'avons aucune mainmise sur ce qui se passait. Donc c'est vraiment une évolution positive du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources. Et c'est inviter donc nos pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à maintenant migrer vers le Burkina Faso avec les résidus miniers, parce que nous avons la technologie sur place pour le faire, et encourager donc tous les ingénieurs qui ont la capacité d'inventer, que nous les croyons et que nous sommes prêts à les accompagner. Et le secteur privé donc à investir au Burkina Faso, parce qu'il faut croire au Burkina Faso. Golden Hand SA ou la main d'or a déjà conclu des contrats avec des sociétés minières. Ses prévisions de chiffre d'affaires annuel sont de 2 milliards de francs CFA. L'État burkinabé détient 40% des actions. Elle génère 174 emplois directs et indirects. Au Conseil des ministres de cette semaine, le ministre en charge de l'économie et des finances, Dr Abouakar Nakanabo, a fait cas de 500 agents publics épinglés dans le cadre de l'opération de contrôle des absences, du service fait et des autres éléments de rémunération, ou parce qu'ils étaient absents ou parce qu'ils touchaient des rémunérations en dehors de leur rémunération normale. C'est ce que Abdoulaye Kinda résume. Le Conseil des ministres de ce mercredi révèle que plus de 500 agents de la fonction publique perçoivent illégalement des salaires. Le Conseil a instruit les ministres concernés par ce dossier à travailler à corriger ces irrégularités. Il s'agit de l'opération de contrôle
de services faits, de présence, et également des éléments de rémunération des agents de l'État. C'est la deuxième phase. Cette fois-ci, il s'agit des agents publics de l'AGSP, qui est l'Agence nationale des soins de santé primaire. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le contrôle s'est bien passé. Et il est ressorti donc du contrôle qu'il y a plus de 500 agents émergents à l'AGSP qui sont soit en situation irrégulière, soit des agents qui perçoivent des rémunérations fictives, ou même des agents qui font l'objet donc de double mandatement. Donc le Conseil a donné des orientations claires pour que toutes les irrégularités relevées soient corrigées et que toutes les personnes qui ont été donc impliquées de façon directe ou indirecte dans ces irrégularités-là puissent être sanctionnées à la hauteur. Et on va d'ailleurs aller plus loin en passant à une opération de contrôle des présences effectives. Ça sera conduit par le ministère de la fonction publique. Et il est important que dans toutes les structures, les premiers responsables s'assurent que tous ceux qui sont sous leur coupe, qui émargent le budget de l'État, sont effectivement à leur poste et travaillent. Sinon, à l'issue du contrôle, nous allons donc faire le point et identifier tous les agents qui ne sont pas là et qui continuent de percevoir les salaires. Ils seront sanctionnés, mais pas seulement eux, leurs premiers responsables aussi, qui sont censés assurer le contrôle de leur présence, seront également sanctionnés. Donc, c'est un avertissement pour que les gens puissent prendre leurs dispositions. Un autre dossier examiné porte sur le guide de maturation des projets. Ce guide date de 2018 et nécessite un renouvellement pour l'adapter aux besoins du moment. Les guides de maturation des projets que nous avons en vigueur datent de 2018, donc cela fait plus de 5 ans. Et il est important que dans ce genre de situation, qu'on puisse s'arrêter pour regarder est-ce que les guides tel qu'il est prévu depuis 2018 répond aux priorités du moment, est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire. Donc c'est ce travail qui a été fait à travers donc, une étude qui a montré effectivement que les guides en vigueur présentent quelques limites. Et donc la nouvelle version du guide prend en compte ces limites pour apporter donc des améliorations au guide de maturation des projets. L'innovation majeure, c'est effectivement le fait que dès l'élaboration de la fiche de projet, il faut passer au Conseil des ministres pour que le Conseil puisse examiner, également donner des orientations par rapport bien sûr aux priorités du moment. Parce qu'il est important de noter que les projets et programmes sont réalisés en lien avec le plan d'action de stabilisation et de développement qui constitue aujourd'hui le référentiel en matière de développement. Donc c'est toujours important que nous puissions nous assurer que les projets et programmes qui sont financés par l'État ou avec l'accompagnement des partenaires puissent véritablement répondre aux aspirations du moment. Ainsi donc, l'absentéisme sera combattu dans l'administration publique burkinabé. Côté ministère de l'administration territoriale, on va vite pour que les chefs de circonscription administrative rejoignent leur bureau ça et là de tous les côtés du Burkina Faso. Le ministre Émile Zerbo a évoqué la question avec les gouverneurs de région. Il se trouve qu'environ 90 chefs de circonscription administrative ne sont pas à leur poste pour cause d'insécurité. La situation devrait pouvoir s'améliorer pour qu'ils reprennent leur travail normal sur place à proximité auprès des populations. C'est ce qui est ressorti lors de cette rencontre. Germaine Farama. Selon le ministre de l'administration territoriale, 96 chefs de circonscription administrative ne résident pas de façon permanente dans leur circonscription. Il est donc impératif que l'administration soit présente là où les populations sont restées résilientes. Pour le ministre, la présence de l'administration sur tout le territoire est capitale. Dans toutes les circonscriptions administratives où il y a un détachement ou une unité de force combattante, les chefs de circonscription administrative doivent y résider. Cela s'impose d'autant plus que la réinstallation des populations dans leurs localités respectives doit s'opérer sous la conduite du chef de circonscription administrative dont la présence rassure non seulement les populations, mais également les autres acteurs. Sans demander d'aller dans des endroits où les conditions sécuritaires ne le permettent pas, il reste pertinent qu'il ne faudrait pas attendre que les populations réclament le chef de circonscription administrative à coup de manifestation avant d'agir.
Ces échanges ont regroupé les gouverneurs, les FDS et les autres corps de l'administration. Pour ces représentants du chef de l'État dans les différentes régions, cette rencontre avec la hiérarchie permet de discuter sur certaines incompréhensions. Le Nord est une zone à fort défi sécuritaire. Les chefs de circonscription administrative, les gouverneurs, les hauts commissaires et préfets que nous sommes ont des difficultés de collaboration avec les forces de défense et de sécurité, surtout les responsables. Bon, donc je pense que cette rencontre-là va mieux cadrer les orientations, les instructions. Et là, arriver sur le terrain, bon, chacun saura quel rôle jouer pour qu'ensemble on puisse effectivement accomplir la mission. On va exposer les situations au ministre et puis bon, voir ce qu'il y a lieu de faire. Il y a des coins où c'est faisable, il y a des coins effectivement où c'est un peu difficile. Par exemple, là où je parle, par exemple à Titao, pour arriver, il faut forcément par les airs. Et pour aller par les airs, c'est l'armée seule qui a les moyens. De toutes les manières, on est obligé d'appliquer les instructions du ministre et puis lui rendre compte des difficultés qui vont en découler. Le ministre a profité de l'occasion, interpellé les représentants de l'autorité dans les régions sur les dysfonctionnements liés à l'exécution hors délai, des insuffisances à corriger. Pour une administration performante, le ministre les a exhortés à lutter contre la corruption et la lenteur administrative en réprimant s'il le faut les agents fautifs. Nous sommes à présent dans sa fait débat, deuxième rubrique de 7 jours dans la savane, votre émission de rétrospective de l'actualité de la semaine sur Savane TV. Nous parlons de l'an 2 du MPSR, MPSR 1, MPSR 2. Tout cela a commencé un certain 22 janvier 2022 avec le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le cours du MPSR se poursuit avec le capitaine Ibrahim Traoré. 2 ans après, quel point il faut en faire ? Surtout à l'aune de la démocratie et des libertés. Cette semaine a été particulièrement marquée par l'arrestation, l'enlèvement ou l'interpellation de maître Guy Hervé Kam, avocat à la Cour. On aura remarqué les sorties des organisations de la société civile, y compris du barreau. Est-ce que c'est compatible de faire la guerre en maintenant le même niveau de démocratie et de liberté? Nous en parlons avec Raphaël Asfavati, il est journaliste formateur. Merci d'être là, bonjour. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous disons merci. Amadé Adamasoro, bonjour, merci d'être là. Bonjour, nous parlons avec vous du même sujet, en du MPSR 2, à l'épreuve de la démocratie et des libertés. Raphaël Asfavati, pour commencer avec vous, est-ce que les militaires ont eu raison de faire irruption sur la scène politique en janvier 2022? Je dirais que, à la vérité, les militaires n'ont pas fait irruption sur la scène politique de leur propre gré, mais ils ont été plutôt appelés à secourir le pays. Je me rappelle très bien au moment où la situation était devenue très difficile, la situation sécuritaire était devenue très difficile avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ce sont des partis politiques, certains partis politiques, certaines personnalités et même des gens de la société civile qui ont demandé aux militaires de prendre leurs responsabilités. Donc, ils ont été appelés, ils ont pris leurs responsabilités. Et vous savez que dans le processus démocratique, le fait même de faire un coup d'État est déjà une entorse à la démocratie. À partir de là, déjà, on peut dire que nous ne sommes plus pour autant dans un régime démocratique parce que le chef de l'État doit être élu. Mais le lieutenant Damiba est arrivé par un coup d'État. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Oui, il est arrivé par un coup d'État. Il a prêté serment. Il a prêté serment. Le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé par un coup d'État. Il a prêté serment. Et vous savez, le fait même de ce coup d'État, c'est une entorse, comme je l'ai dit, à la démocratie. Premièrement, nous n'avons pas de députés élus. Nous avons des députés nommés, ce qui fait que certaines personnes continuent de dire qu'on ne va pas les appeler députés, mais qui sont des membres de l'Assemblée législative de transition. Quoi qu'on dise, ils sont désignés et ils font office de députés. Donc, personne n'a trouvé à dire c'est une entorse à la démocratie. Et à l'ALT, il y a des représentants des partis politiques. Bien sûr, ils ont accepté. Les activités de partis politiques ont été suspendues. Personne n'a trouvé que c'est un mal. Ils ont accepté.
par la suite, le capitaine qui est arrivé par un coup d'État, il a prêté serment. Le Conseil constitutionnel a accepté son serment. Or, si nous devons rester dans la démocratie classique, eh bien, ce serment-là ne devrait pas être accepté par le Conseil constitutionnel. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je dis que nous ne sommes plus dans une démocratie classique. Nous sommes dans un système de gouvernement qui ne dit pas son nom parce que c'est un système de gouvernement mouvant. Nous sommes en train de mouvoir. C'est la situation qui l'exige, vous pensez? Oui, mais du moment où on a dit aux militaires de venir, c'est pour porter un coup d'arrêt à la démocratie. Donc c'est curieux que ces gens-là qui ont assisté à ces appels-là et qui n'ont rien dit et que les militaires sont arrivés, qu'aujourd'hui, ils montent sur leurs chevaux pour dire que non, la démocratie est mise en berne. Moi, je crois que c'est une contradiction. Vous nous rappelez la sortie de Monique Edikam, c'était quelques jours seulement avant le coup d'État du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, et elle appelait les militaires à prendre le pouvoir. Bien entendu, depuis quelques mois maintenant, sinon quelques années, elle ne donne plus de la voix, mais elle faisait partie des politiques qui avaient réclamé la prise du pouvoir par les militaires. Amadi Soro, est-ce qu'il ne faut même pas commencer par là? Quel est l'ordre de priorité dans une nation si on veut l'organiser, la développer et faire en sorte que ces populations vivent le bonheur? Est-ce qu'on commence avec la démocratie? Est-ce qu'on commence avec l'indépendance? Est-ce qu'on commence avec la souveraineté? Est-ce qu'on commence avec le territoire? Je peux compter et continuer à classer, mais quel est l'ordre normal de classement des priorités d'une nation? Je pense que tout d'abord, l'ordre normal, c'est la vie. Qui doit vivre d'abord, l'homme ou la nation? Tout le monde doit vivre, puisque la nation n'est pas une entité vivante. Ce sont les citoyens qui constituent une nation. Mais je voulais revenir par rapport à la question de la présence ou de l'irruption, pour ainsi dire, donc des militaires sur la scène politique. Pourquoi ce sont des militaires auxquels on a fait appel? Oui. C'est une question. Je vous pose la Les gens question. ne se posent pas la question. Je vous pose la question alors. Dans un État, il y a des médecins, il y a des journalistes, il y a des agriculteurs. Pourquoi ce sont les militaires vers lesquels on se tourne pour demander leur intervention? Ça veut tout dire. Ça veut dire que dans une situation de chaos général, c'est la seule entité qui est disciplinée, qui est organisée. Donc c'est la seule entité qui est à même de ramener, ne serait-ce que l'ordre, d'abord dans un premier temps. Puisque vous avez parlé de l'échelle des priorités. Dans un chaos, où on ne sait plus qui est à quelle autre place, il n'y a qu'une entité bien disciplinée, bien organisée qui est l'armée, qui va d'abord imposer l'ordre. Quitte maintenant à voir maintenant dans cet ordre-là, qu'est-ce qu'on doit... Comme on l'a vécu à l'insurrection populaire de 2014, absolument. Ce sont les leaders de la société civile qui ont pris les devants et qui ont réalisé l'insurrection populaire, qui ont demandé, l'état-major, qui ont demandé aux militaires de mettre fin au pillage. Tout à fait. Voilà pourquoi chaque fois je me pose cette réflexion-là. Qui a été le premier à dire que la place des militaires, là, c'est au front? Ou bien la place du militaire, c'est hors de la politique? C'est pas quelqu'un qui l'a dit. On constate que c'est le travail du militaire de défendre le territoire, donc de sécuriser les frontières. Et le travail d'un banquier? Non, c'est d'être à la banque. Mais pourquoi souvent si un banquier devient président, ça ne pose pas de problème? Effectivement, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Est-ce que le fait qu'un militaire soit au pouvoir, tous les militaires sont au pouvoir? Non. Je pense que souvent il y a une mauvaise foi. Il y a aussi des calculs qui sont faits parce que tout le monde sait. Et ça, c'est une lapalissade de dire que nous ne sommes pas réellement dépendants. Donc ceux qui nous gouvernent ou ceux qui avaient, n'est-ce pas, l'habitude de nous exporter les narratifs là, il faut qu'ils nous conditionnent. Il faut qu'on y connaisse, puisqu'ils savent très bien, ils sont passés par des pouvoirs militaires. Donnez-moi un seul exemple d'un État occidental qui s'est développé sans que ce soit sous l'aune des politiques, des militaires. Ce sont les militaires. Si on prend la France par exemple à côté, oui, mais c'est très simple. Son histoire a partie liée avec ce sont les militaires. Napoléon, De Gaulle, etc. Donc ça veut dire que c'est la seule entité, normalement, qui est disciplinée, qui est à même d'impulser une dynamique vers... Mais vous n'allez pas nous dire que les militaires doivent faire la démocratie à la place des civils? Et est-ce que les militaires là sont exclus de la nation? Non. Ils sont également, ils font partie des corps constitués. Maintenant, est-ce que nous devons poursuivre dans la même trajectoire ou bien nous devrons effectivement
continuer à répéter ces narratifs-là qui disent que non, la place des militaires n'est pas à la politique, mais c'est au front, ou bien nous devrons finalement savoir, nous devrons nous asseoir, nous devrons donc mettre en place, n'est-ce pas, une structure qui nous permet de dire finalement, est-ce que nous continuons avec le même schéma, ou bien nous pouvons dire que nous avons un cas qui est particulier, notamment le terrorisme, et que par conséquent, aux grands mots, les grands remèdes, est-ce que nous pouvons dire finalement, c'est vrai qu'il est tout à fait normal que voilà, dans un État, qu'on puisse donner la liberté à tout le monde de cogiter, de donner son point de vue par rapport à la marche de la nation, ou bien notre cas particulier nous amène à opter pour une autre trajectoire, à savoir mettre en berne la démocratie, qu'il ne faut pas confondre avec l'état de droit, puisque les gens font la confusion. On peut bien vivre dans un état de droit, mais pas dans une démocratie. Mais je vous pose la question à vous deux. Est-ce que quand un pays est dans la situation que nous vivons depuis 2015-2016, c'est-à-dire il fait face au terrorisme, la préoccupation c'est de préserver la démocratie? Raphaël Aspavati. Quand on fait face à l'ennemi, l'essentiel pour la nation c'est de préserver quoi? Non, mais il faut bien avoir un territoire, d'abord. Et deuxièmement, il faut que les habitants, la population, sinon les populations, vivent sur ce territoire. Oui. Et c'est après ça qu'on va parler du système de gouvernement. Si vous n'avez pas de territoire, et si les gens viennent pour tuer la population... Nous avons notre territoire. Nous avons notre territoire, nous connaissons ses limites. Mais il y a des gens qui font incursion sur notre territoire, qui vont et qui viennent, et dont nous n'avons pas le contrôle. En ce moment-là, l'essentiel pour nous, c'est quoi? Qu'est-ce que nous menons comme action? Qu'est-ce qui est vital pour la nation? L'essentiel pour la nation, c'est de sécuriser le territoire. Parce qu'un État souverain qui permet, ou du moins qui est dans une situation telle que l'ennemi arrive sur son territoire, sème la zizanie et se replie, là, ce n'est pas un État souverain. Maintenant, donc il faut sécuriser. Pour sécuriser le territoire, Amadé Soro, quelle est la place de la démocratie dans la sécurisation du territoire? Est-ce qu'on peut l'utiliser comme outil pour qu'elle participe Il s'agit de quelle à la sécurité? Il s'agit de quelle démocratie d'abord? Puisqu'il faut qu'on se dise la vérité. Souvent, notre problème, c'est, je ne dirais pas une mauvaise foi, mais c'est l'absence d'une véritable clarification des concepts. Donc clarifions notre démocratie, là, c'est laquelle? Voilà, très bien. Vous donnez la lecture de votre démocratie et Raphaël Aspavati aussi va donner la lecture de sa démocratie. Plus pour l'état de droit, oui. Même si les gens trouvent que c'est du pléonasme, parce que l'état de droit, il n'y a pas d'état sans droit. Le droit, c'est mais le nouveau le narratif qui est en vogue, hein, Raphaël Aspavati, si vous avez remarqué, des Nations Unies jusqu'aux différents États là, surtout nous qui ne sommes pas concepteurs de narratif, c'est État de droit démocratique. État de droit démocratique. Ça veut dire on prend ensemble. C'est un non-sens. On prend ensemble. Ça veut dire l'état de droit là, il conduit à la démocratie. Ou la démocratie qui impulse l'état de droit. C'est-à-dire ce sont des concepts liés pour amener les États là à faire les deux à la fois. Vous avez demandé à ce qu'on puisse définir clairement la démocratie. Oui. Bien sûr, c'est un terme grec, comme vous le savez très bien. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dites-moi clairement, au monde, il y a quel pays où, effectivement, le pouvoir, l'entièreté du pouvoir est exercée par le peuple et pour le peuple? Nous, on est dans des systèmes de démocratie représentative, où on désigne des représentants, et puis ils s'en vont gérer au nom du peuple, et puis après on s'attend à ce qu'ils viennent rendre compte. Mais si par exemple... Ça se fait bien, à des moments où ça se fait bien, à des moments où ça se fait pas bien. Il y a une situation donnée, oui, où on doit recourir effectivement à l'avis de ses représentants. Je ne dis pas du peuple, hein, qui est en fait le dépositaire initial du pouvoir, mais à qui ce pouvoir a été délégué. Je parle par exemple de la situation en France, oui, où plusieurs fois, c'est par exemple la loi sur les réformes, on a demandé à ce que les dossiers soit transmis à l'Assemblée, mais le pouvoir a refusé. La réforme des retraites, par exemple, c'était un passage en force du gouvernement. On a contourné les représentants du peuple. À ce moment, on n'est plus dans une démocratie. Aux États-Unis, qui n'est pas un suffrage universel, où on désigne des grands électeurs, hein, et ils vont désigner le président. Donc ça veut dire qu'une majorité peut désigner quelqu'un, et que c'est une minorité qui va désigner en fait le président. Voyez-vous? Donc ça veut dire que ça dépend, il faut d'abord qu'on mette du contenu
un contenu dans ce que nous appelons démocratie. Voilà pourquoi moi je penche plus pour l'état de droit, où effectivement chacun a un rôle bien défini et que c'est dans la complémentarité que nous pouvons implémenter les actions du développement. Pour le Burkina Faso, par exemple, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donnez-moi également un exemple dans un pays en guerre, où au lieu de s'attaquer effectivement à cette question cruciale, on pense aux élections. Aux États-Unis, le président Roosevelt a été le seul à faire 3 mandats. Pourquoi? Parce que c'était dans une situation de guerre. Ça veut dire qu'à la guerre, on reporte les élections. Absolument. Ce n'est pas la priorité. En Ukraine, c'est pareil. Quand il y a la guerre, on reporte les élections. Nous, on a fait les élections en 2020. Mais à quelles conditions? Raphaël Azawadi, Amadi Soro a décrit la démocratie et l'a comparée à ce qu'on voit ailleurs. Chez nous, là, comment vous expliquer simplement, pour tout le monde, la démocratie que nous vivons et sa place dans la nation que nous construisons? Bon. De façon très simple. Nous sommes en démocratie. Mais nous sommes dans quel type de démocratie? Je crois que c'est à cela, c'est à cette question qu'on doit répondre. Non, on pratique la démocratie à la française. Non, mais justement... Électoraliste, copier-coller de la 5e République française. Non, mais justement, dites-moi, est-ce que parce qu'aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron a nommé un président qui ne l'a pas caché, qui est un homosexuel, un premier ministre, nous devons copier ça pour dire donc que notre premier ministre qui est ici, il faut le changer et trouver un premier ministre homosexuel parce que ça s'est passé en France. Alors pourquoi voulons-nous copier coûte que coûte une démocratie qui n'est pas la nôtre et qui ne répond pas à nos valeurs endogènes et qui n'est pas contextualisée? C'est que si des Burkinabés disent la démocratie n'est pas mauvaise, nous ne voyons pas en quoi elle est mauvaise, mais nous voulons l'adapter à notre culture, à nos valeurs. C'est sûr qu'on va accuser ces Burkinabés-là de vouloir confisquer le pouvoir et donc l'organiser pour en profiter eux-mêmes. Écoutez, donc on ne saura jamais par qui commencer et par quoi commencer pour changer ce dans quoi nous vivons. En Russie, oui, les Occidentaux disent que c'est de la dictature. Mais en Russie, c'est de la démocratie. Parce que le chef de l'État est élu au suffrage universel pour un mandat de 6 ans. En Russie, ils disposent d'un parlement qui est l'Assemblée fédérale. Ils disposent d'un pouvoir judiciaire. Mais c'est une démocratie à la russe. Quand on prend la Turquie, aujourd'hui les gens disent, les Occidentaux, c'est eux qui disent que c'est un régime hybride. Mais en réalité, c'est une république multipartite avec un régime présidentiel. En Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'ils veulent? En Turquie, le pouvoir, en réalité, les élections. En réalité, moi, aujourd'hui, je ne fais plus de comparaison. Parce que, entre les démocraties? Non, parce que pour moi, à partir du moment où notre président est arrivé par un coup d'État, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une entorse à la démocratie occidentale que nous avons copiée. Il a prêté serment, le Conseil constitutionnel a accepté. L'Assemblée nationale, ce sont les gens qui ont été désignés. Les activités politiques ont été suspendues. Donc pour moi, il n'y a plus de comparaison à faire avec la démocratie occidentale qu'on a vidée de sa substance. Donc nous faisons quoi maintenant? Maintenant, nous sommes à la recherche d'un système de gouvernement propre à nos réalités. Maintenant, ça doit se faire de façon consensuelle. Ça doit se faire de façon consensuelle. On n'est pas sur cette voie encore. Nous allons en arriver parce que, à l'étape actuelle, si on doit faire des assises et des assises, on va perdre de vue la mission principale qui est donc de lutter contre le terrorisme. Donc les choses vont se faire progressivement. Les choses... Et vous êtes patient? Vous pensez que les uns et les autres doivent être patients pour que progressivement nous arrivions à ce consensus? Nous devons être patients parce que en 2014, nous avons vu, on était pressés, il faut faire les élections, il faut faire de la démocratie, on a arraché beaucoup de choses. C'est ça qui a fait qu'on est retombé bas dans cette situation-là. Si on avait pris le temps nécessaire de faire les choses comme cela se devrait, en 2014, je suis sûr qu'on ne serait pas aujourd'hui à cette étape où on est en train de parler de démocratie, on est en train de parler de nos démocraties. Ce que moi je voudrais, la réflexion que je voudrais que les gens mènent, qu'on laisse la démocratie
occidentale, elle est vidée de sa substance. Elle ne représente plus rien pour nous. On peut juste prendre ce qui est positif, ce qui est bon dedans, ce qu'on a expérimenté, on a trouvé que c'est bon. On prend ça, on va chercher d'autres systèmes également, on voit ce qui est bien dedans, on prend, on contextualise, on voit nos valeurs endogènes. Parce que dans les royaumes, il y avait un système de gouvernement. Oui. Il y avait la justice, il y avait le parlement, il y avait le roi qui est le président, le chef de l'État. Donc on a cherché, qu'on interroge l'histoire, qu'on associe les sociologues, les historiens, etc., pour qu'on ait notre système de gouvernement. Parce que moi j'ai mal aujourd'hui, chaque fois quand on dit non, on ne respecte pas la démocratie, non, mais c'est de quelle démocratie parlons-nous quand nous avons appelé les militaires à prendre le pouvoir? De quelle démocratie parlons-nous aujourd'hui quand nous avons accepté, nous étions même pressés? Vous savez comment ils ont désigné les membres de l'Assemblée législative de transition? C'est avec gloutonnement. Les gens étaient pressés pour aller. En ce moment-là, personne n'a parlé de démocratie. Tout le monde voulait aller là-bas parce qu'il y a des intérêts, etc., etc. Mais aujourd'hui, pour peu qu'on est en train de chercher nos repères, on dit « Ah non, on n'a pas respecté telle loi. » Mais la loi, la Constitution vient d'être modifiée. Mais ceux qui l'ont modifiée, ils sont des représentants du peuple de quelle manière? Ils ont été désignés. Si je dois dire démocratiquement, je vais dire qu'ils ne représentent pas le peuple dans un système démocratique pour modifier la Constitution. On a entendu le professeur Abdoulaye Soma, par ailleurs député, dit qu'il fallait faire un référendum. Avant de la première constituante de la 4e République, oui. Comment ils ont été désignés? La première constituante de la 4e République. Oui. C'est le président du Front populaire qui les a désignés. Oui. Est-ce qu'on a recouru à un référendum? C'est après qu'on a fait le référendum. Oui. C'est sur le texte qu'ils ont proposé qu'on a fait le référendum. On ne peut pas ne pas faire des comparaisons. Oui. Ceux qui critiquent cette situation se fondent sur des exemples venant d'ailleurs. Vous avez posé la question de la Grande-Bretagne. Oui. Est-ce que la Grande-Bretagne est une démocratie? Moi, je pose la question. Le roi qui est là, ou la reine, qui n'est pas élu, mais qui a le pouvoir de démettre un premier ministre élu par le peuple. Comment vous appelez ça? C'est une démocratie? C'est une monarchie constitutionnelle. Oui, mais monarchie, ça veut dire que donc, ce n'est plus une personne, une voix. Donc le roi, normalement, on doit liquider, enfin pas liquider, on doit supprimer la royauté et dire par Ce n'est pas le choix du peuple anglais. Le choix du peuple anglais, c'est d'avoir un roi, une reine, et c'est sa liberté. Et à ce moment, on laisse les élections et puis on laisse le roi gouverner. Il y a des pays où il n'y a pas d'élection. Il y a des pays où il n'y a pas d'élection. Il y a des pays où il n'y a pas d'élection. Les élections se trouvent au niveau seulement, au niveau de, comment on appelle ça, au niveau parlementaire. Au niveau parlementaire. Oui. Au niveau parlementaire. Mais ces pays-là ne se portent pas si mal. Pas du tout. Maintenant, qui nous fait la pression de la démocratie? Qui nous dit que nous devons vivre forcément en démocratie? Et pourquoi? Je vous pose la question. Très bien, c'est une bonne question. À Morée, on dit par exemple que s'éloigner d'un point A, c'est de se rapprocher d'un point B. Donc ça veut dire, ceux qui ont l'habitude, vous avez dit qu'on n'est pas les concepteurs des narratifs. Ceux qui veulent que nous nous épousions ces narratifs-là, savent que autant que nous sommes derrière eux, autant que nous sommes consommateurs de ces narratifs-là, on ne peut pas s'asseoir, essayer donc de réfléchir pour forger notre propre vision du monde. Et à ce moment, on serait toujours à la remorque. Mais si, par exemple, avec la nouvelle constitution, déjà, on a vu quand on a commencé à faire les concertations pour ne serait-ce que la modification, les gens ont dit que mais vous n'êtes pas venu pour modifier la constitution. C'est comme si les modifications passées ont fait l'objet d'une large consultation. Ça n'a jamais été le cas. Même quand on a verrouillé à double tour, hein, l'article 37 là, en 2015, c'était au CNT, au Conseil national du travail. Donc les gens souvent, c'est parce que en fait, comme l'a dit mon frère, les gens pensaient en fait que l'irruption, pour ainsi dire, des militaires sur la scène politique allait être passagère. Ils allaient déblayer les terrains pour eux, pour qu'ils commencent encore à mener les activités politiques. Là, les deux MPSL là, sont en train de prendre le temps d'une part, de réformer et tout. Et qu'ils ont su que de la manière avec laquelle alors, le processus est en train d'être conduit et qu'il y a de l'adhésion populaire de jour en jour, ça veut dire qu'eux, ils ne pourront plus dérouler les mêmes programmes qu'ils avaient auparavant. Donc ça va, c'est comme si en fait les horizons se bouchaient en fait pour eux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout le mettre en cause. Mais quelqu'un qui est vraiment lucide, qui sait lire entre les lignes, qui sait lire les choses, savent que ce processus-là est irréversible. Même si celui que nous vivons. Non, c'est irréversible. Le peuple a fait son choix. C'est le signe des temps.
Et voilà pourquoi j'aime chaque fois dire, on peut se tromper sans se tromper d'époque. Mais si on se trompe d'époque, on s'est déjà trompé. Donc ça veut dire actuellement, la tendance, c'est de tout faire pour extirper de nos pratiques administratives, politiques, de notre système de gestion, tous ces scories, tous ces narratifs qui font que nous ne pouvons pas nous asseoir nous-mêmes pour forger notre propre vision, notre propre destin. Si cela n'est pas fait, quel que soit ce que la personne va venir, si la personne ne s'inscrit pas dans cette logique-là, la personne sera éveillée. Raphaël Asfavati, est-ce que quand on fait le point des actions des MPSR 1 et 2, vous lisez que le peuple burkinabé a fait un choix, c'est celui de dire nous allons définir nous-mêmes l'ordre des priorités dans notre pays, nous allons exister d'abord, être un État viable, indépendant, souverain, avant de parler de tous ceux qui peut nous embarrasser, c'est-à-dire la démocratie, l'état de droit, tout ce qui va avec. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui est en train de se dérouler? Oui, d'abord il y a un constat que j'ai fait. Quand le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a fait son coup d'État, personne n'est sorti pour défendre la démocratie classique. Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré a fait son coup d'État, j'ai vu des gens descendre dans la rue pour soutenir le coup d'État. Cela veut dire quoi? Le choix est clair à partir de cet instant. La démocratie classique, personne n'est sorti pour la défendre. On a laissé le président Roma Christian seul à son destin. Mais quand le capitaine a fait son coup d'État, les gens sont descendus dans la rue, ils ont applaudi, ils ont acclamé, ils ont soutenu. Pour réclamer quoi? La vie, la fin de la guerre, la victoire sur les terroristes, pour réclamer, la diversification des partenariats? Non, pour réclamer prioritairement la sécurité. Mais vous savez, quelqu'un ne peut pas prendre le pouvoir et dire « Moi, je suis venu pour la sécurité et je ferme les yeux sur tout ce qui reste. » Ça serait inconséquent de sa part. Parce que la République n'est pas que sécurité. Mais pendant qu'il dit « Moi, je m'occupe rien que de la sécurité », on fait quoi de l'économie? On ne va pas payer les agents permanents de l'État, l'économie ne va pas tourner. Mais pendant ce temps-là, est-ce qu'on ne va pas faire le développement? On va tout laisser pour dire que, bon, on est dans la sécurité, et quand il finit la sécurité, maintenant, il va dire, venez... Il y en a qui ont proposé ça. Non, non, non. Ça les MPSR s'occupent de la sécurité, de la défense, et attendent que les politiques viennent gérer le reste. Non, ça ne marche pas comme ça dans la gestion d'un pays. Ce que les gens n'ont même pas compris. Quand le capitaine disait que prioritairement, ma mission, c'est de lutter contre le terrorisme. Mais quand moi j'ai suivi son discours, mais derrière son discours, il y a beaucoup de choses. Parce que quand il va finir de lutter contre le terrorisme, il faut que les déplacés internes soient réinstallés dans leur localité. Oui. Et il faut sécuriser ces localités-là pour que les déplacés internes y retournent. C'est écrit dans la charte de la transition. Ça fait deux missions. 3. Il faut améliorer la gouvernance. Non, avant même d'améliorer la gouvernance, oui, il faut faire en sorte pour que ces localités-là connaissent un développement. Parce que quelque part, le terrorisme aussi a trouvé son terreau fertile à partir des frustrations et de la pauvreté. Donc, ça fait 3 missions. La 4e mission, quand il va finir de faire tout ça là, mais il y a beaucoup d'autres réformes à faire. Mais le politique dit qu'il n'a pas le temps pour faire tout ça. Il a le temps, il a suffisamment le temps. Il aura suffisamment le temps parce que le peuple est derrière lui. Et à partir du moment où le peuple est derrière lui, je ne vois pas pourquoi il ne va pas avoir le temps. On va prendre sous l'aune des libertés, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec les libertés. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les syndicats. Vous avez vu plus récemment avec les avocats. Avant ça, c'était avec les gendarmes à l'interpellation, soit dit en passant, du lieutenant-colonel Evrad Sonda. Et puis il y en a eu avec les activistes, il y en a qui étaient accusés de déstabilisation, il y en a qui sont en prison, tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire la guerre sans limiter les libertés? Avant de répondre à cette question, je voulais vous poser une autre question, savoir si l'insécurité ou le terrorisme était une cause ou une conséquence. C'est une conséquence probablement. D'accord, si c'est une conséquence. C'est la conséquence de quelque chose. Donc il faut soigner les causes pour que ça ne revienne plus. Donc si on doit soigner les causes, on ne doit pas dire que votre mission seulement, c'est de restaurer la sécurité. Puisque si vous restaurez la sécurité et que vous ne vous attaquez pas aux causes,
ça va revenir. Votre mission, c'est pas de chasser la France et d'amener la Russie, c'est de faire en sorte que le Burkina soit en sécurité. C'est ce qu'on a entendu. Voilà, tout à fait. Donc il faut s'attaquer aux causes. Et nous savons très bien... Et si parmi les causes, il y a la France, on chasse la France. Et si parmi les solutions, il y a la Russie, on fait venir la Russie. Tout à fait. C'est comme j'ai l'impression de dire, et j'ai chaque fois l'habitude donc de dire que si vous voulez traiter un mal, une maladie, et qu'il y a un agent, ce qu'on appelle le vecteur, hein, l'agent pathogène là. Si l'agent pathogène est toujours dans le corps, si vous gavez le malade de vitamines ou bien d'antibiotiques, qu'est-ce que vous faites? Vous engrossez en même temps. Oui, en même temps. Vous engraissez le virus ou la bactérie. Il faut d'abord extirper l'agent pathogène. Soit vous le liquidez là-bas, dans le corps, pour qu'il ne soit plus efficace, soit vous trouvez un moyen pour l'enlever. Bref, pour revenir sur la question... Est-ce qu'on peut faire la guerre sans limiter les libertés? Pour moi... Parce que sur ce terrain-là, le MPSR a un bilan on a un dispositif critiqué. Juridique qui est là. Oui. Ce qu'on appelle la mobilisation générale et la mise en garde. Qui est constitutionnel. Constitutionnel. D'après ce que j'ai compris, alors, toute personne qui a une attitude qui ne va pas dans le sens d'encourager les forces combattantes, qui n'est pas dans le sens de travailler au retour, n'est-ce pas, donc de la paix, on doit trouver comment on appelle ça, on doit trouver une manière pour amener ces personnes à la raison. Ça, ce n'est pas la question de la déstabilisation, c'est autre chose. Ça, même en ça veut dire qu'il n'y a plus d'opposition. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'opposition. Mais l'opposition, est-ce que... l'opposition, en quel sens? L'opposition politique. L'opposition politique, ça veut dire qu'on n'a plus de voix critiques. Les activités politiques sont suspendues, non? Bon, des voix critiques alors. On n'a plus la possibilité de critiquer. Quelle critique? Critique du genre, il faut sécuriser davantage les Barsalgo. Mais ça, c'est pas une critique. Il faut faire en sorte que l'armée soit présente à Piscila. Ça, là, c'est pas une critique. Il faut que les VDP renforcent leur position à Mangodara. Ça, c'est pas une critique. Ça va dans le sens de la défense du territoire. Mais dis que c'est là, ils ne font rien. Ou les armes que nous avons acquises vont être repris par les terroristes. Non, ça, c'est pas une critique. Ça, c'est un souhait qu'on émet. Or, si vous êtes citoyen d'un pays et que vous émettez un souhait pour que le pays la tombe, mais comment on peut comprendre ça? Ailleurs, on a vu que les gens, pour moins que ça, mais les gens ont été punis sévèrement, d'autres ont été même fusillés, etc. Mais nous, on ne veut pas arriver à ce niveau. Nous, on va donc dire, celui qui ne veut pas alors contribuer à encourager les forces combattantes, cette personne doit avoir la décence de ne pas les décourager. Dans une période de guerre, comme l'a dit quelqu'un, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. On n'a pas dit à quelqu'un de mentir ou de dire la vérité. On dit d'encourager les forces combattantes. Et encourager, c'est donner son avis, c'est émettre des souhaits positifs pour que nous puissions vaincre les terroristes. Mais si vous venez dire, par exemple, que voilà, que quel que soit ce que nous allons faire, quels que soient les moyens que nous allons acquérir, cela ne va rien changer sur le terrain. Mais ça ce n'est pas une opinion, et ça ce n'est pas un fait. C'est une opinion négative qui peut, n'est-ce pas, décourager les forces combattantes. Il y a des gens qui viennent nous dire que vraiment, quand ils écoutent souvent certaines personnes, ils ont même l'impression de jeter même les armes et puis revenir. Vous êtes en ville, vous avez la liberté. Pendant que les gens sont au front, ils luttent, ils mettent... Il y a le Burkina, il y a l'ennemi qui est l'ennemi terroriste. Est-ce que le Burkinabé peut être embarrassé dans les choix qu'il doit faire? Raphaël Asfavati. Non, avant de répondre à cette question-là, je voudrais dire que la guerre en elle-même impose des restrictions de la liberté. Parce que ça veut dire aujourd'hui, je ne peux pas me lever pour aller librement à Dori, par exemple, ou à Djibo. Les libertés sont restreintes. Personne ne m'en empêche, mais je ne peux pas le faire. C'est la guerre qui m'en empêche. Donc, à partir de ce moment-là, les autres libertés aussi doivent connaître de restrictions. Moi, je ne vois dans aucun pays dans lequel on est en guerre et les gens se comportent du point de vue de liberté comme si on était en temps de paix. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Et vous vous rappelez très bien de ce débat-là, journaliste patriote ou apatride, hors sol, etc. Oui. Bon, heureusement qu'on a fini par avoir la loi sur ça. Et puis, les gens ont compris qu'il faut rester dans les limites de la guerre. Parce qu'en réalité, personne n'empêche quelqu'un d'émettre des opinions.
Et vous savez, j'ai toujours dit, si nous voulons être nous-mêmes, on doit chercher et trouver les mécanismes qui sont propres à nous-mêmes. Le chef de l'État, Ibrahim Traoré, il a dit à maintes reprises que si vous avez des idées, venez les reverser au niveau de mon cabinet. Mais pourquoi les gens veulent forcément être sur un plateau de télévision et montrer que oui, c'est nous qui sommes les plus intelligents? Parce qu'on veut faire comme avant. Oui, mais justement, comme on le faisait en temps de paix. Mais le contexte a changé. Il faut que les gens s'adaptent au contexte. J'ai dit tout à l'heure que je ne peux pas me lever d'ici et aller à Tougan ou à Djibo. C'est parce que le contexte a changé. Est-ce que par rapport à ce contexte-là, je dois tenir aujourd'hui des langages, des propos qui encouragent l'ennemi? Mais non, c'est le contexte qui me l'impose. En réalité, on n'a même pas besoin de nous dire que voilà ce qu'il faut faire. C'est parce que les gouvernants actuels sont en train de le dire et qu'on leur donne l'impression que nous ne voulons pas comprendre que tout ce qui est en train d'être arrivé là où les gens critiquent. Faire un meeting par exemple, faire un meeting un certain 31 octobre pour dire, bon, il y a des problèmes avec la gestion du pays, la direction n'est pas celle que l'ensemble du peuple a définie. Est-ce que ça pose problème parce qu'on est en temps de guerre? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est de faire un meeting dans la rue pour montrer qu'on est telle structure ou telle autre qui est le plus important? Non. Aujourd'hui, le plus important, c'est de rencontrer les autorités, de reverser vos propositions, les critiques, etc. au niveau de ces gouvernants-là pour qu'ils en tiennent compte pour améliorer leur gouvernance. Parce que tel que les choses se passent, moi j'ai l'impression qu'on a envie de montrer que oui, voilà, c'est nous. Nous l'avions toujours fait, donc nous continuons de le faire. Non, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On a besoin certes des opinions, certes des idées, mais canalisées. Le moment viendra, je suis presque certain, le moment viendra où eh bien, on peut encore reprendre de ces habitudes-là, faire des critiques de façon publique, mais à condition qu'on trouve notre système de gouvernement, mais à condition que l'ennemi soit mis hors d'état de nuire, etc. etc. Amadi Soro, est-ce qu'on a du mal à... Vous voulez compléter? Est-ce qu'on a du mal à quitter cette habitude dialectique là qui est les mauvais là sont au pouvoir, ils gèrent mal et puis les bons les critiquent parce qu'ils sont de l'autre côté. Oui, avant peut-être de répondre à cette question, je vais vous poser une question. Vous êtes un communicateur chevronné. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de parole innocente. Lorsqu'on fait un meeting pour dire que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on recherche après? Pour dire, ok, ceux qui sont au pouvoir là, vous laissez, nous on va venir prendre. Ou bien quel est le véritable objectif de tout? Est-ce c'est pour faire la propagande des organisateurs du meeting? C'est ça la question. Si c'est sinon, si vous est-ce que c'est pour se valoriser? Est-ce que c'est pour se mettre en pole position? Sinon, si c'est pour vraiment trouver des solutions, les canaux sont là. Il faut écrire. Ou bien, d'une part, je voulais bien illustrer mon propos quand j'ai dit qu'on demande aux gens pas de dire la vérité ou de mentir, mais d'encourager. Il y a une attaque terroriste qui a ciblé un camp militaire. Il y a eu des pertes. Moi qui sors pour dire, ah vraiment, le camp a été attaqué, on a perdu 10 militaires. Moi qui dis ça, je rends service à ceux qui ont attaqué, ou bien je rends service à l'État burkinabé et à la nation burkinabé. Le fait de dire ça, est-ce que je n'encourage pas ceux qui ont attaqué, qui devaient venir attaquer encore? Oui, je pense qu'on ne doit même pas être dans ce débat. C'est tellement... Mais d'où ça est venu? Comment les Burkinabés en sont venus à se comporter comme ça? C'est la question qu'on se pose. À même tenir des propos contre leurs propres intérêts. Qu'est-ce que vous gagnez en disant ça? En tant que Burkinabé, c'est mon pays qui est attaqué. Et moi, je suis fier de brandir les pertes. Qu'est-ce que je gagne? Et donnez-moi un seul exemple dans tous les pays du monde qui ont connu des conflits. Vous avez vu quel pays où il y a des attaques, des gens, des citoyens de ces mêmes pays-là, qui brandissent fièrement les pertes? Quand il y a eu toutes ces préparations, tous ces préparatifs-là pour attaquer l'Irak, Colin Powell, qui était au Conseil de sécurité, il a brandi du fiol qui n'a rien à voir avec les armes de destruction massive, mais les gens de renseignement savaient que c'était faux. Vous avez vu quel journal... Au nom de la vérité, aucun journal américain n'est sorti. N'a au nom de la vérité dit que c'était faux. Moi j'ai couvert la guerre là, quand j'étais à Damas, quand j'étais étudiant à Damas. Mais on avait interdit aux organes de presse occidentales, de façon générale, ces organes occidentaux, de ne pas diffuser une information si ça ne venait pas de
est le ministre de la Défense. Donc il devait fournir la matière première aux journalistes. Et on a même fabriqué des histoires pour dire que voilà, Saddam Hussein il est entré dans une clinique, il a tué des bébés, etc. Tout ça, c'est de la manipulation. Mais c'est une manipulation qui était destinée à encourager, effectivement, à servir une cause. Mais nous, quand nous sortons, nous brandissons nos pertes. Nous sommes dans quel camp? Qu'est-ce que nous voulons? C'est la question qu'il faut se poser. Et Maître Guy Hervé Kam a été interpellé. Il se dit que ça a un lien avec la récente opération de déstabilisation qui a été ébruitée par le gouvernement à travers un communiqué de presse. Les avocats ont dit que la procédure n'a pas été suivie. Quand on prend les règlements UEMOA sur l'harmonisation de la profession d'avocat, on ne peut pas entendre un avocat, on ne peut pas l'arrêter si le procureur général n'est pas informé, si le bâtonnier n'est pas saisi du dossier. Le règlement dit quand il est dans le cadre des activités professionnelles. Bon, là ça pose tout le problème avec M. Guy Hervé Kam. Pourquoi il est interpellé? Raphaël Aspavati. Oui, en réalité, je n'ai pas tous les éléments nécessaires à ma possession pour pouvoir opiner sur cette arrestation-là. Mais par contre, l'argument avancé par les avocats me fait dire simplement qu'on est resté calqué dans l'ancien système démocratique. En fait, c'est les là... textes sont les mêmes. Non, c'est là, moi, mon problème. Vous savez, si le capitaine Ibrahim Traoré était un peu plus audacieux que ça, il allait peut-être dire que je gouverne par ordonnance. Bon, mais je dis aussi que peut-être c'est le contexte vraiment international qui n'a pas permis ça. Parce qu'il a fait son coup d'État, il peut décider de gouverner par ordonnance. Et tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, la loi ici, la loi par là, tout ça là, il gère le pays par ordonnance. Bon, mais quelque part, je me suis dit, en bonne intelligence politique, il a dû constater que le contexte international ne s'y prête pas. Donc, ce que moi je veux, ce que moi je ne comprends pas, c'est que les gens ont du mal à quitter un bord pour un autre. Pour moi, ne sont plus en démocratie classique. Pour moi, je crois que c'est le consensus qui doit prévaloir. C'est le dialogue qui doit prévaloir. Plutôt que de rester calqué sur des textes de loi, pour nous, mais en attendant, pour que nous vivions ensemble, il faut que les textes soient appliqués, il faut que les uns et les autres sachent, ça c'est interdit, ça c'est autorisé, et ces textes-là continuent de s'appliquer. Non, ce que moi je pense plutôt, et ça c'est au niveau du gouvernement, qu'il communique. Parce qu'aujourd'hui, tantôt vous entendez, il a été interpellé, il a été arrêté, il a été enlevé, finalement on ne sait plus ce qui se passe. Mais moi je pense que il faut communiquer parce que quand vous privez quelqu'un de sa liberté, il a une famille, il est dans une corporation, il a des amis, tout le monde s'inquiète. Moi aujourd'hui, ce qui est important pour moi et que je souhaite que les communicants ou nos gouvernants corrigent, c'est de communiquer. C'est juste de dire que telle personne a été enlevée pour telle affaire et que la procédure suit son cours. Tout le monde est fixé. Sa famille est fixée, ses amis sont fixés. La nation est fixée sur ce qu'il a commis comme impair ou sous réserve de faire une enquête approfondie. On a souhaité restreindre d'abord sa liberté pour qu'il ne s'évade pas dans la nature. Moi, je crois que c'est ce qui est important aujourd'hui. Si on va rentrer dans tout ça là, vous allez voir qu'on ne va pas évoluer. La République ne va pas bouger. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, quand je dis nous, c'est-à-dire l'État burkinabé est en train de travailler pour la refondation. Donc si on s'inscrit dans cette logique-là, on ne peut plus être... vouloir dire chose et son contraire. Et son contraire. On ne peut plus être cantonné, on ne peut plus... Il faut qu'on bouge, il faut que la réflexion bouge. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que je ne justifie pas ce que le gouvernement fait, mais j'explique. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui communiquer sur ces choses-là pour mettre tout le monde à l'aise. Amadé Soro, est-ce que c'est pas ça justement qui pose problème? Le fait que aujourd'hui c'est un tel, le lendemain c'est un tel autre, et puis il n'y a qu'un seul communiqué officiel qui a parlé de tentative de déstabilisation qui n'a pas abouti, et puis voilà. Pour le reste, ce sont des interpellations. Je pense que dans le communiqué, si j'ai bonne mémoire,
il a été clairement mentionné que les arrestations vont se poursuivre. Voilà. Ici, à chaque cas, il faut faire un communiqué, ou bien il faut attendre peut-être la fin de boucler une partie de la procédure. Pour faire. C'est parce que ça pourrait expliquer aussi. Ça pourrait expliquer. Moi, je ne défends pas le gouvernement, mais je fais une lecture en tant que journaliste. Pourquoi l'arrestation du lieutenant-colonel Evrard Somda n'a pas fait l'objet de tous ces tapages-là? Pourquoi la gendarmerie n'a pas dit voilà pourquoi vous avez etc. Donc, c'est aussi les privilèges du métier. Voilà, donc d'avoir les barreaux, d'avoir le syndicat des avocats, le balai citoyen, le mouvement politique Sens, Tout à fait, il faut communiquer. Il faut communiquer parce que, quoi qu'on dise, théoriquement, tous les citoyens se valent. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Parce que, en fonction de votre profession, en fonction de votre rang social, voilà. Pour avoir des privilèges. C'est comme au niveau du droit international, on dit que tous les États se valent. Mais nous savons très bien qu'il y a 5 États qui sont inamovibles au Conseil de sécurité de l'ONU. L'une ne les a élus, mais ils sont toujours là-bas depuis 45 ans. Donc, dans les faits, c'est autre chose. Ça aussi, c'est la démocratie. Une fois, j'ai posé une question à quelqu'un. Est-ce que l'ONU a pour mission de promouvoir la démocratie? Après, on a dit oui, qu'effectivement, j'ai dit ok, montrez-moi le texte de l'ONU où on dit que l'ONU promeut la démocratie. Si l'ONU promeut la démocratie, pourquoi elle va accepter d'habiter en son sein des pays non démocratiques? Ce n'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est la paix mondiale. Absolument. Et que chaque État doit effectivement organiser sa gouvernance selon... en respectant les droits de l'homme, les droits des citoyens. Encore que la notion des droits de l'homme, là, elle n'est pas tout à fait universelle. Elle est à géométrie variable. Puisqu'il y a des pays où effectivement, des pays par exemple capitalistes, là, où on pense que celui qui ne travaille pas, qui ne travaille pas, il n'a droit à rien. N'a droit à rien parce qu'il est paresseux. Moi, j'ai vu des gens fouiller des poubelles à New York, la capitale économique mondiale. Mais est-ce que normalement, si on doit respecter les droits de l'homme, est-ce qu'on doit laisser des gens fouiller des poubelles pour avoir à manger? Donc, quand même, c'est des choses. Donc, c'est pour dire que même cette notion de droits de l'homme, là, elle est à géométrie variable. Il y a des gens ailleurs qui n'ont même pas le minimum pour vivre. Amadou Soro, Raphaël Asbabati, on va terminer avec ça. Le MPSR, c'est comme un non-être. Il n'y a pas de statut juridique. C'est pas que c'est un parti politique, c'est une association, c'est un organe de gouvernement, mais il est en même temps dans le bloc constitutionnel burkinabé. Parce que dans les considérants du Conseil constitutionnel, pour recevoir la prestation de serment du capitaine Ibrahim Traoré, on a dit considérant les communiqués du MPSR. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait avec le MPSR dont nous évoquons aujourd'hui le 2e anniversaire? Est-ce qu'il doit continuer à exister? Est-ce qu'il doit disparaître? Qu'est-ce qu'on fait de lui? La question en réalité ne me préoccupe pas, mais comme je suis sur un plateau de télévision, je vais répondre. Mais est-ce que ça empêche la nation d'évoluer? Pas du tout. Est-ce que ça empêche de lutter contre le terrorisme? Non. Est-ce que ça empêche d'engranger les victoires que nous sommes en train d'engranger? Non. Dans la lutte contre le terrorisme. Bon, à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi les gens veulent en faire un débat grandiose. Non, ce sont des détails. Moi, je ne m'occupe pas des détails. Moi, je suis en train de suivre la marche de la nation et je suis dans les grandes lignes. Les détails, MPSR, bon, c'est un peu comme si aujourd'hui on dit, mais pourquoi on a nommé tel ministre? Non, c'est pas ça. Si vous avez des choses contre le ministre, vous dénoncez. Si vous pensez que le MPSR 2 ne doit pas être là, vous dénoncez et vous justifiez, vous avancez vos arguments. Et on avance. On avance. Amadou Soro, vous vous souviendrez que quand le capitaine Azaria Sorgo a pris la parole, c'était après la visite du président Ibrahim Traoré à l'APEC, à l'Agence pour la promotion de l'économie communautaire. Les gens ont dit, mais le MPSR, il existe encore, il a même porte-parole, tout ça. Voilà, mais c'est qui, c'est quoi, il fait quoi? Bon, je pense qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, le MPSR, qu'il soit un ou deux, a assuré la continuité de l'État. Et comme vous l'avez dit, il est dans le bloc constitutionnel. C'est ce que le Conseil constitutionnel a reconnu. On fait référence parce que quand il y avait le vide, constitutionnel. C'est cet organe-là qui a comblé ce vide pour permettre que l'État du Burkina existe et que la signature du Burkina existe. Un peu comme l'argument qui a été trouvé pour ne pas mettre Chirac en prison. En France. On a dit,
puisque sur la question des emplois fictifs, il y avait le juge qui avait convoqué le président, il devait être envoyé en prison. Ils sont allés réveiller le conseil constitutionnel, ils ont dit, ah, si on envoie le président en prison, il y aura un vide juridique. Donc par conséquent, on ne peut pas le mettre en prison. Au nom de la continuité de l'État. Donc à un moment donné... Donc c'est un organe historique et médiatique, parce que c'est nous les journalistes qui l'utilisons. Un peu comme l'air, quoi. On sent mais qu'on ne voit pas. Merci infiniment Amadi Adama Soro d'être passé sur le plateau dans sa fête débat des 16 jours dans la savane. Merci Raphaël Aspavati. Vous êtes tous deux journalistes. Nous avons évoqué l'an 2 du MPSM. Il est passé par le 1. Nous sommes aujourd'hui dans le 2. Est-ce que, à l'aune de la démocratie et des libertés, son bilan est plutôt positif? Nous avons répondu comme nous pouvons à cette question. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programme sur Savane TV. Recevoir
Yes, for Jeno Yemri, Lamnan Libo Fosila. Yola Panam Valley, Basakore, Awatame, Fupane, Awatame, and Digi for Awatame, Naliba Fusia. Yatanano, Yapoyo Drabiga, that came Dambayala, Katam Damba Power, the minimum Bojiga, Takata Pirka. Jefto Bochiga, Batarpi, Kakose, America, Israel, Mamaka Kungame, Maka Kungan Pate, Makungan Pate, Namabsa Jefte, Jefto Ruame, Tonle Wame, Tonondarifo, Ladle Wame, Jefto Ruame, Wasoro, Jefto Ruame. Nava Origa for one lucky, Yizmura Suka, yes, for Jeno Yemri, Lamnan Libo Fosila. Jem damba bafo, fozo ramba bafo, tibo cheno emre, susabana kitama, to babafo, ade susabana kitama, to jesu. Yawe inge kite, tibo bura bafo, yawe inge kite, fozo ramba bafo, ya liga kala minga. Uma kala minga, wala lavi kala minga, tweti ya Roma inga, wala karma inga, tivo buda bafo, wadoramba bafo, tivo chinda yemre, oye sinda nora, tunali bafo siga. Number Parliament, Indiginda, Tolondika, Williamdo, Yumkateka, Tazemana, Yumkateka, Tajem Dambasinda, Kamale Tungle, Antung Tavandabra, Rom the Zeptore, Tonli Wame, Tonandarifo, Tonanda Kurbo, Jesus Yamdo. When I'm sick of the man, don't want live with Nava. Samana Pinda, Bam Jotin, Wena, Nalimana Runa, Manarapa Vime, Nalimana Runa, Man Baba Vime, of Nalimana Runa, Man Pombisa Vime, of Nalimana Runa, Man Wendo Vime, when I live with Nava, Tasova. I'm not the Nava.